Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damages. Previously on Law. Previously on Fringe. Bonsoir. Aujourd'hui, je reçois Camille. Camille qui a écrit Madrava. Bonsoir Camille. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai une première question. Donc c'est alors moi j'appelle ça une bande dessinée. Est-ce que je me trompe de terme ? Est-ce que c'est un manga ? Est-ce que c'est un roman graphique ? Est-ce que c'est une bande dessinée ? Non, bande dessinée, c'est mieux. Enfin, c'est ce que je préfère comme terme. Mais ça ressemble un peu au manga parce qu'il y a le côté grammage du papier, les trames. Enfin, au niveau de la production, c'est un peu hybride. Mais comme on est en France, je préfère le terme bande dessinée. Ok, bande dessinée, parfait. Parce que c'est vrai, je me suis posé la question, à la toute dernière page de la bande dessinée, il y a une alerte, attention, c'est sens de lecture français, et ça m'a fait penser à ce qu'on lit des fois, souvent sur les mangas en fait. Alors Madrava, c'est l'histoire de 4 personnages que l'on va suivre pendant 2 journées et quelques, grosso modo, deux mêmes journées pour les 4 mêmes personnages. C'est votre première bande dessinée, hein, on est d'accord ? C'est ça. Toute première. Vous êtes architecte de base. Oui. Alors moi j'ai trouvé, je vais vous expliquer comment j'ai trouvé la bande dessinée. Je me mets sur les réseaux sociaux depuis quelque temps. J'avais un a priori extrêmement négatif sur les réseaux sociaux. Et depuis quelque temps, j'y découvre des super artistes, des super illustrateurs et illustratrices. On a interviewé pas mal d'artistes au cours de nos émissions, notamment trouvés sur Instagram, Internet. Je vous laisserai aller voir notre page Internet lanuitdudimanche.fr. Et ouais, j'ai trouvé votre bande dessinée de cette façon-là, parce que vous en faisiez la pub via une page Ulule. Et j'ai foncé, parce que déjà Madrava, le titre, je trouve ça intriguant. Et les dessins que j'avais pu voir m'avaient attiré et j'ai pas été déçu. Il y a pour une première bande dessinée, je trouve qu'il y a une vraie originalité. La première originalité que j'ai trouvée, c'est que il y a pas de danger, il y a pas d'antagonisme pardon dans la bande dessinée. C'est j'allais dire c'est une tranche de vie. Est-ce que ça vous l'avez voulu ? Vous l'avez conçu comme ça ? Exactement, ouais. En fait, je voulais pas une histoire. Enfin, parce que je me dis dans la vie, des fois, il y a des histoires qui sont intéressantes et qui sont pas forcément des histoires romanesques où il se passe des choses toujours catastrophiques, etc. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire un petit bout de vie dans un village avec un contexte, peut-être on en reparlera plus tard, un peu particulier. Et donc oui, c'est vraiment ça. En fait, je voulais pas créer une histoire un peu classique avec donc le protagoniste, l'antagoniste, etc. Mais quelque chose où en fait on suit des petits bouts de vie qui pourraient même nous arriver, où on pourrait peut-être même se reconnaître dans une des histoires en particulier, où chacune a des moments différents de la vie. Oui, voilà. J'ai envie de dire que la catastrophe, elle a déjà eu lieu, quoi. C'est ça. On est dans un monde post-apocalyptique. On sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est plus trop le monde que l'on connaît aujourd'hui. Et Madrava, donc, je l'ai pas encore dit, mais c'est un village tourné vers l'art. Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce que j'ai bien compris Oui, c'est à peu près ça, oui. Donc, on est dans ce village-là et on va suivre donc les quatre personnages dans leur... J'ai même pas envie de dire leur quête. Et, alors, on commence l'histoire avec Lara qui se met en quête de bouteilles du passé, qui ont une centaine d'années, une sorte de jeu de piste par bouteille interposée. C'est ça. Ça, symboliquement, pourquoi vous avez voulu ça ? C'est pour faire le lien avec le passé, pour que le lecteur marche tranquillement dans des pas qu'il connaît, ou pas du tout, je délire. En fait, il y avait plusieurs raisons. La première, c'est que donc déjà, c'était pour marquer le fait que c'était dans le passé, enfin dans le futur. En fait, de dire directement que c'est des bouteilles qui datent de 2019, donc avant le Covid, c'était un peu pour commencer l'histoire dans quelque chose un peu à la fois concret, mais en même temps flou, parce qu'on comprend pas du coup vraiment les aboutissants de cette temporalité, enfin qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et après, l'idée des bouteilles dans le passé, c'était à la fois pour marquer encore plus la solitude de Lara, qui en fait au final se fait un ami mais qui n'existe plus, enfin qui est du coup dans une autre temporalité, et en même temps qui permet aussi le fait que les bouteilles soient cachées à plein d'endroits du village. En fait, ça permettait aussi à Lara d'explorer plein d'endroits, donc vers la place du village, vers la tour, vers devant chez elle, etc. Et ça permettait donc à la fois pour le lecteur de suivre un peu
le village dans les premiers, de voir un peu les endroits qu'on retrouvera plus tard, et de marquer aussi la solitude de Lara qui s'attache à quelque chose qui n'existe plus, mais qui permet en fait aussi à elle de se dépasser, d'affronter un peu ses peurs, etc. Alors là, vous avez dit quelque chose d'important, en tout cas pour moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du paradoxe qu'il y a dans votre bande dessinée. C'est-à-dire que à la première lecture, on ressent la joie. D'accord, on ressent la joie de vie des personnages. On sent que c'est solaire, votre bande dessinée. Mais quand on gratte, il y a une énorme mélancolie derrière. Le paradoxe, il est là pour moi. Le paradoxe, il est que, par exemple, Lara, donc, elle cherche des bouteilles en cherchant un ami. Elle le trouve, mais c'est un ami du passé. Ça, si ça c'est pas une histoire triste, c'est quoi? et pareil pour Pen, il se fâche avec sa meilleure amie pendant des décennies avant de se rendre compte qu'elle a fait un geste, on va pas spoiler, mais qu'elle a fait un geste d'une beauté extraordinaire, quoi. C'est hyper mélancolique votre bande dessinée. Vous aviez vu ce paradoxe ou pas? Pas forcément, dit comme ça, c'est vrai, mais c'était peut-être, du coup, ça serait peut-être mon antagonisme, en fait. Ça serait de voir, en fait, que même si on vit nos vies de façon un peu, enfin, pas de façon routinière, mais dans la vie, il y a le côté un peu joyeux, et en fait, il se cache toujours des choses un peu plus sombres, qui sont pas forcément présentées de façon grave, mais qui, en fait, nous forgent aussi notre caractère. Mais c'est vrai que, dit comme ça, c'est la première fois qu'on me le montre de cette façon et j'y avais pas forcément réfléchi. Parce que par exemple, à Jade, je pense pas qu'elle ait une histoire forcément triste. Mais c'est vrai que pour Lara et Pen, en plus, c'est peut-être mes histoires préférées. Il y a un peu ce côté-là, ouais. Alors effectivement, moi, Pen, c'est mon histoire préférée parce qu'on peut tous, je pense qu'on peut tous se relier à ça, à une histoire d'amitié quelque chose qu'on a mal pris et qu'on n'aurait pas dû mal prendre, quoi. Donc je pense vraiment qu'on peut tous se relier à l'histoire de Pen. Lara, effectivement, la difficulté de s'intégrer, je pense qu'on a tous connu à différents âges de notre vie. Mais ce que vous dites sur Ajad, moi je trouve aussi quand même qu'il y a une mélancolie chez Ajad. Alors Ajad, c'est un personnage qui veut devenir docteur, mi-docteur, mi-sorcière, j'ai envie de dire. C'est un peu ça, oui. Mi-docteur, mi-sorcière, ouais. Et pourtant, elle est submergée, quoi, par ses tâches. Et j'ai failli dire, elle est submergée par ses amis. C'est plus ça, oui. et ça, je trouve que elle se crée sa propre tristesse. J'ai l'impression que tous vos personnages, et c'est un peu comme dans la vie, je pense. C'est peut-être aussi pour ça que ça m'a autant parlé, Madrava. Il y a un fond mélancolique, quoi. Et ouais, je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que Ajad, elle est pas mélancolique. Non, mais si, c'est vrai que le stress, ça peut être une forme de mélancolie. En fait, je pense que Ajad, il y a des trucs qui sont un peu inspirés de moi, et elle veut faire beaucoup de choses en même temps. Et en fait, dans la vie, il y a un peu ce truc de, on a plein de contraintes et on a envie de faire plein de choses. Et des fois, on se retrouve à devoir faire plein de trucs en même temps. Et en fait, il y a des jours où tu as dit oui à cette personne, tu dois faire ci, et tu te retrouves à être submergé et au final, presque pouvoir rien faire. Et c'est vrai qu'Ajad, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup la pression et qui s'en met beaucoup. Après, je pense que c'est pas forcément triste. C'est peut-être aussi un moteur pour elle. C'est pour ça peut-être que je le vois pas de façon mélancolique. Parce qu'au final, on va dire, elle s'en sort bien, quoi. Elle réussit son examen. Elle a pas, au final, ces petites mésaventures, il n'y a pas de finalité triste vraiment, mais je comprends. Ah oui, je suis en train de réfléchir, c'est pas mal ça, effectivement. Vu de ce... Oui, je vais peut-être réviser mon jugement sur Ajad alors. Mais on garde ça en tête pour une prochaine question, on garde ça en tête, je vais y revenir un peu plus tard. Je veux parler du dernier, du quatrième personnage qui s'appelle Eskild et qui lui aussi est mélancolique, qui lui vient de très loin. On sent que c'est un voyageur, etc. Il est curieux. D'ailleurs, la curiosité pour moi dans le livre, c'est un synonyme de l'art. Peut-être, on va en reparler. Donc il est curieux, etc. Et il est mélancolique aussi, parce que lui aussi, on sent qu'il cherche un endroit où se poser, quoi. C'est ça. Alors du coup, on a vu les quatre personnages. Moi, ça me fait penser vraiment à un chemin de vie, en vrai. Oui, c'est-à-dire l'enfant, c'est ça ? Oui, c'est ça.
Du coup, ce que vous avez dit tout à l'heure, ça prend une autre tournure. Le fait que Ajad, malgré les difficultés, etc., elle s'en sorte et elle a réussi son diplôme et on sent qu'elle va avoir une belle vie. En plus, elle est déjà bien intégrée dans le village. Ouais, tout ça, c'est une allégorie du passage de l'âge adulte, en fait, votre bande dessinée. Je l'avais pas vu comme ça, mais oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, ouais. Après, c'est aussi peut-être... moi, je trouve que ce qui est marrant quand on fait une bande dessinée, c'est qu'il y a énormément de choses qu'on ne conscientise pas du tout quand on l'écrit et au final qui prennent beaucoup de sens une fois qu'on a un regard extérieur. Moi, je sais que, par exemple, dans ma famille, on m'a beaucoup dit « Ah, tu ressembles un peu à Lara sur ça, tu ressembles un peu à Payne sur ça, etc. » Alors que quand je les écris, je pense pas du tout forcément au vécu personnel. Et en fait, c'est par des petits souvenirs qu'on vient essayer de faire des liens. Et c'est vrai que, en fait, on puisse forcément l'inspiration de choses qui nous arrivent. Donc, je pense que oui, peut-être que ce que vous dites sur le passage des adultes, ça coïncide aussi avec le fait que je l'ai écrit ça un peu à tournant, la fin de mes études, etc., où on se pose un peu des questions et où on a un peu le côté stress, le côté où est-ce qu'on va se poser avec Skills, etc. Donc, c'est vrai qu'on peut le voir sous cet angle-là, oui. Ok, super. Moi, c'est vraiment ça. Quand j'ai refermé le livre, je me suis dit ça, quoi. C'est une histoire initiatique, en fait, tout simplement, avec chaque tranche d'âge, entre guillemets, il y a un message de vie, quoi. Et c'est ça, il est là. Moi, j'ai trouvé le côté solaire au-delà de la mélancolie. Je disais solaire tout à l'heure. Là, tout à l'heure, vous avez dit, il y a pas 2 minutes, que vous aviez travaillé sur la bande dessinée, forcément. Vous dites que ça vous a pris 1 an. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'à la fin, il y a un artbook où on voit un petit peu tout votre travail préparatoire. Et et ça, c'est vraiment génial parce qu'on voit pourquoi ça prend 1 an en vrai. On se rend pas compte. Je dis souvent ça, on pense que être artiste, d'être dessinateur, illustrateur, c'est prendre un crayon et attendre que la muse vienne guider son crayon. Eh ben non, il y a un travail de fou, quoi. Vous décrivez par exemple le travail d'une planche dans l'artbook, c'est affolant de travail et de précision et de tout ce qu'il faut faire. Et du coup, ma question, parce qu'il y a une question, c'est tout ce travail préparatoire, donc qui prend beaucoup de temps. Est-ce que vous êtes encore à vous surprendre quand vous dessinez? Moi, je pense à une planche avec Lara, c'est une des dernières planches, c'est même la dernière, où on voit qu'elle pleure. Où elle sourit. Ah oui. Elle pleure juste avant de sourire. On ne voit pas son visage quand elle pleure, et quand elle sourit, on voit son visage. Cette idée-là de mise en scène, est-ce que c'est dans le travail préparatoire ou c'est en dessinant qu'on a cette idée géniale? Je dirais que quand on fait un chapitre, parce que j'ai travaillé chapitre par chapitre, en fait, on a un storyboard où on voit quand même globalement à peu près les cases, les idées un peu de narration. Ça arrive parfois que quand on dessine la planche, on se dit en fait ça marche pas et je vais complètement faire autre chose. Mais souvent, les planches qui marchent le mieux, elles sont pensées pendant qu'on écrit l'histoire en storyboard. Par exemple, celle-là, elle était dans le storyboard parce qu'en fait, quand on réfléchit moi en général, donc j'écris sur papier ce que j'ai envie de raconter avec le chapitre. Et quand je pars en storyboard, j'essaie de penser directement à la mise en scène. Et donc, celle-là, par exemple, j'y avais pensé un peu avant. Et en général, quand tu repasses plusieurs fois sur une planche, c'est que l'idée de base n'est pas forcément la meilleure. Parce que je trouve que les plus marquantes, elles arrivent assez rapidement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... Oui, ça répond parfaitement à la question. J'étais en train de réfléchir. En gros, ça veut dire que le travail préparatoire, à 80%, 90%, il est bon, entre guillemets? Oui, le storyboard, il est souvent hyper brouillon. Donc, il y a des détails qu'on n'a pas encore vraiment dessinés ou des visages qui vont peut-être un peu changer. Mais globalement, oui, ça bouge pas tant que ça. Mais du coup, alors, ce qu'on apprend aussi dans l'artbook, c'est que vous vouliez faire un vrai lien entre votre métier d'architecte et la bande dessinée. Oui, c'est ça. Donc, cette idée-là, c'est cette idée qui a servi de déclic à l'écriture de la bande dessinée ou pas? Oui, bien sûr. Madrava, c'est pas pour rien que ça s'appelle Madrava, c'est que c'est le nom du village. Et en fait, c'est l'idée que le personnage principal, pour moi, c'est pas Lara Payne. Enfin, techniquement si, mais pour moi, c'est plus le village. Et en fait, les histoires, c'est, on va dire, des points de vue du village. C'est un peu, c'est comme si on voyait le village, mais de différents angles. Et du coup, ça, je pense que c'est un peu mon point de vue d'architecte qui avait envie de raconter plus une histoire de ville que forcément une histoire épique sur des personnages. Et voilà. Et là, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, Madrava, il écrit la signification qu'on enlève la jaquette derrière. Et en fait, du coup, c'est inspiré du catalan. Et
et de l'arabe, je crois. Enfin, du coup, ça vient de madrag. Parce qu'à Marseille, en fait, il y a pas mal d'endroits qui s'appellent madrag, donc c'est des filets de pêcheurs. Et en fait, j'ai repris des racines un peu de pays de la Méditerranée pour du coup faire comme un peu un néologisme et pour créer un nom de village, parce que souvent les villes, elles se créent par plein de mélanges, de voyages, etc. Et du coup, je me suis dit, vu que c'est un peu inspiré de Marseille, de prendre quelque chose qui vient un peu de la Méditerranée comme néologisme pour la ville, c'est un peu le nom du personnage principal qui est né comme ça, quoi. Ok, d'accord. Ça m'avait échappé. Moi, j'étais concentré sur les personnages. J'avais pas envisagé la ville, le village, comme le personnage principal. Ouais. Alors que oui, c'était écrit en gros sur la couverture. Même dans la couverture, il y a un côté où, au final, les personnages, ils sont vraiment petits. Ils sont pas du tout centraux. Et c'est un peu l'idée de, en fait, mettre en avant, du coup, les endroits du village plutôt que les 4 personnages en couverture. Après, là, c'est là où j'ai peut-être un peu des frustrations. C'est qu'au final, de développer un village, de vraiment montrer plein d'endroits, même penser l'architecture, ça prend énormément de temps. Enfin, je pense que ça prend le double de ce que j'ai déjà fait. Et j'ai pas pu le pousser jusqu'où j'aurais aimé. Notamment pour, par exemple, Lara, j'avais un peu commencé à dessiner sa maison en 3D, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était trop long. Et ce projet, je le pensais plus comme un projet court qui avait pas non plus des ambitions, par exemple, de suite ou d'être une histoire forcément hyper complexe. Donc, je me suis dit que peut-être, d'abord finir le projet et pour plus tard reprendre cette idée-là pour la pousser plus. Mais je pense que c'est une de mes grosses frustrations, c'est que j'ai pas pu assez mettre en avant cette partie-là de l'écriture, de l'idée de Madrava, quoi. Ouais, d'accord. L'idée de l'architecture au sein même de la BD dans la psychologie des personnages. Ouais, c'est ça. Ouais, je trouve que c'est une idée géniale, vraiment. Quand j'ai lu, vous le dites dans l'artbook, vous expliquez pourquoi un peu la spécificité de Madrava. Il y a même un plan, comment elle a été construite, etc. Et vous dites, vous aviez même une idée que l'architecture reflète la personnalité des personnages. Ouais. J'ai trouvé ça, mais une super idée, quoi. Super idée. Mais vous dites que il y a du travail aussi sur les personnages, c'est-à-dire qu'ils ont tous une backstory. On voit que vous les avez dessinés à différents âges, même si par exemple Ajad, on la voit que étudiante, mais on a aussi des dessins d'elle à 9 ans, il me semble, ou à 12, oui. Etc. Il y a même un travail sur le nom. Par exemple, Lara, vous m'avez appris quelque chose. Je ne savais pas que Lara, c'est une naïade, quoi, qui bavarde, à qui on avait coupé la langue parce qu'elle parlait trop. Un an, mais c'est un an à temps plein. Oui, en fait, au final, c'est un an. Je dis un an au total, mais ça a été disposé sur peut-être 2 ans. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait ça pendant une année de césure, donc où je travaillais à côté, etc. Et après, pendant mes études, je continue à dessiner. Sauf que les études d'architecture, c'est quelque chose qui est vraiment hyper prenant. Donc, je faisais ça le week-end ou des fois en vacances. Mais au total, si on combine un peu tous les moments où j'ai travaillé, en plus, du coup, j'ai édité moi-même, j'ai imprimé moi-même. Du coup, je devais m'occuper des allers-retours avec l'imprimeur, avec la maquette. Au final, oui, ça prend, et même le Ulule, juste d'organiser un Ulule, de faire la communication. Au final, tout ça, ça prend un an temps plein. Et c'était un peu frustrant aussi parce que du coup, ça n'a jamais été un an où je pouvais me concentrer que sur ça. J'ai souvent été parasitée par d'autres, à l'école ou le travail, etc. Et ça aussi, peut-être aussi, autre frustration, c'est que j'aurais aimé, par exemple, sur le dessin, prendre plus le temps, avoir plus le temps de m'appliquer sur les planches. Et en fait, au final, il y a pas mal de moments où c'était un peu plus rushé parce que je voulais surtout finir. Parce que ma plus grande peur, c'était de pas finir et que ça reste juste une BD en ligne, etc. Et l'objet de le livre, il était hyper important pour moi. Donc voilà, c'était ça les plus grosses difficultés, on va dire, de cette BD. Mais le rush, on ne le sent pas à la lecture du livre. Hein. Moi, je vous dis, je l'ai lu, on voit le travail le travail de fourmi et le travail de fou, quoi. Et sur l'histoire, et sur le scénario, et sur les idées originales de votre bande dessinée. Le Ulule, ça met un stress, en fait, puisque oui. Vous avez des... Ouais, c'est ça, hein. Oui. En fait, c'est les financements du livre qui passent par là. Donc, si on n'a pas l'argent, on peut pas l'imprimer, ou alors on a beaucoup de sous de côté. Et là, on peut se le permettre. Mais là, par exemple, mon Ulule, j'avais demandé 3 000 €, il me semble, ou 3 500, je sais plus de tête. Et c'est vrai que quand on prend les coûts de l'impression, après des envois à chacun, etc., en fait, ça revient vite super cher.
Mais en général, les Ulule, ça se passe quand même bien. Enfin, il y a souvent en général, les Ulule, c'est à peu près toujours pareil. C'est les premières semaines, il y a pas mal de gens qui donnent. Il y a un énorme creux entre les premières semaines et le rush final, où là, on commence à stresser parce que du coup, il peut des fois rester des 2000 euros, 1000 euros 2 semaines avant la fin. Et là, en général, on n'est pas très bien. Et souvent, vers la fin, comme il y a beaucoup de gens il y a la com qui est un peu plus agressive et même il y a des personnes qui sont par exemple que sur la plateforme Ulule et qui regardent les Ulule qui sont les derniers Ulule qui sortent et du coup qui vont aider au financement. Et en fait, c'est très rare qu'un Ulule échoue, à part si vraiment le budget il est beaucoup trop haut par rapport à ton public cible. Mais voilà, du coup, on a un peu des stress vers la fin parce que du coup, il faut gérer la communication sur les réseaux. Il faut donner envie de lire le livre. Là, par exemple, j'ai fait un trailer animé avec un ami pour en faire un peu la promotion. Et ça, c'était vraiment des moments de gros stress parce que tu travailles encore plus que presque pendant la réalisation des planches. Je trouve ça vraiment bien avec Internet. C'est-à-dire qu'on peut lancer des projets artistiques et trouver un public, quoi. Et ouais. Je trouve ça, moi, qui ne suis pas de cette génération Internet, comme j'ai dit tout à l'heure, je regarde ça avec un œil très péjoratif au début, en tout cas. Je trouve que c'est génial, quoi. Arriver à sortir un livre de cette qualité toute seule, oui, je trouve ça doit gonfler l'estime de soi quand même, non? Oui. Il y a des moments non, parce que en fait il y a un truc frustrant quand on finit un projet, c'est qu'on se dit toujours j'aurais dû faire comme ça. Et même il y a un côté aussi où moi quand je l'ai écrite l'histoire, du coup j'avais 20 ans. Et après, quand le temps que ça sorte, que tu envoies les livres, en fait, moi, j'avais déjà pris presque 2 ans et demi, 3 ans. Donc, même au niveau de l'histoire, il y avait des choses, même des imaginaires où j'aurais peut-être plus forcément exactement fait pareil. Et du coup, il y a un peu une distance. En même temps, t'es fière. En même temps, tu te dis, c'est plus vraiment moi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais comme tu grandis en même temps et que la promo se fait en décalé avec le Ulule, il y a un côté où t'as quand même un recul critique sur ton œuvre. Après, je pense que ça arrive aussi même à ceux qui font de la promo directement. C'est le côté de l'artiste qui est jamais satisfait de ce qu'il fait. mais voilà. Ouais, on l'a entendu, hein. Tout à l'heure, vous avez dit que certains aspects vous aviez frustré. Oui. Voilà, quoi. C'est la preuve par A plus B, quoi. Oui, c'est ça. C'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a un deuxième tome? Oui, je vous ai coupé, pardon. Non, j'allais dire, il y a aussi un aspect peut-être que je voulais évoquer. C'est que en vrai, cette BD, elle est aussi un peu marquée par l'époque, en tout cas dans laquelle je l'ai écrite. Du coup, un post-Covid, où il y avait un peu un truc de fragilité du monde. Moi, en plus, quand j'étais plus jeune, j'avais été très prise. Je sais pas si vous voyez ce que c'est la collapsologie, un peu. Du coup, en gros, c'est des scientifiques qui théorisent un peu un effondrement dû notamment à l'accès aux ressources, tout ce qui est climat, etc. Et en fait, moi, quand j'étais un peu plus jeune, ça m'avait beaucoup pris la tête. J'étais hyper angoissée. Et je pense que cette BD, elle découle un peu de ça aussi, de comment, par exemple, j'imaginerais un futur où, en fait, on n'est plus dans un univers mondialisé, hyper capitaliste, hyper centralisé. Et au final, c'est plus des villages un peu autonomes qui s'autogèrent. Et c'est de là aussi où je suis partie sur les villages, le fait que par exemple, la Jade, elle s'occupe des œufs. Il y a une autre famille qui s'occupe du pain, d'autres qui font juste de l'agriculture, etc. Et en fait, c'est un peu un truc où le village est sous forme d'entraide, un peu comme un grand hameau urbanisé. Et du coup, oui, moi, j'ai l'impression que c'est quand même un peu ancré sur l'époque post-Covid que j'ai eu cette époque. Parce que, par exemple, je ferais ça aujourd'hui, je pense que j'aurais pas du tout les mêmes idées ou les mêmes façons de penser la ville ou le futur. C'est pas un truc prophétique, mais c'est peut-être plus comment j'envisageais quand j'étais hyper stressée après le Covid, etc. Et ça, quand même, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée, en tout cas pendant la production du livre. Le rapport aux autres, du coup, un peu aussi apaisé, parce que là, dans ce monde-là, l'effondrement est déjà passé. Donc, en fait, comment on se reconstruit aussi en tant que village, en tant que groupe et que société. Voilà. Et concernant la suite... là, je suis sur plusieurs petites idées de BD là, je suis encore à l'étape un peu de comme on voit un peu vers la fin de Madrava, je cherche un peu les personnages, j'ai des débuts d'histoire, mais j'ai pas encore fait de planche. Et là, ce serait plus
des BD peut-être plus courtes. Je sais pas si je vais refaire un livre tout de suite, parce que je pense que j'aimerais bien aussi utiliser le format internet pour faire des strips, un peu de comédie. Et j'aimerais bien du coup faire une histoire un peu plus poussée dans le sens où là, les contraintes scénaristiques, elles sont créées du fait que vu que c'est chacun des chapitres indépendants, on peut pas faire une longue histoire. Il faut que ce soit des histoires condensées, donc avec peu de rebondissements. Et là, j'aimerais bien faire une histoire qui se suive et qui du coup permet en fait d'avoir une trame un peu plus complexe avec plus de personnages en jeu et peut-être un peu d'antagonisme cette fois-ci pour aussi voir, et un peu d'action aussi pour aussi m'entraîner à moi à faire autrement les choses. Voilà. Donc, work in progress, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Pour rebondir sur votre première partie de la réponse, ouais, c'est l'expression d'une angoisse, quoi, par rapport à l'écologie, tout ça. Ok, je comprends, on le sent bien. Je l'ai pas dit, mais ce qui m'a plu aussi dans le livre, c'est qu'il y a au début, on entre dans le monde, on sent qu'il y a eu un souci, on ne sait pas ce qui s'est passé, on le saura pas de toute façon, c'est pas expliqué. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure, on comprend comment fonctionne le village et on comprend comment fonctionne la globalité quand Eskid arrive et qu'il part de Paris. Et là, on sent qu'il y a un monde complexe derrière, que c'est pas juste un village qui tourne sur lui-même, quoi. Il y a un vrai monde complexe et on effleure cette complexité et j'ai trouvé que ça ouvre l'imagination et que ça ouvre l'esprit et ça m'a aussi plu. Et du coup, est-ce que vous savez comment, donc là vous l'avez prouvé, hein, vous savez comment le monde fonctionne, quoi. Vous y avez réfléchi, même si tout n'est pas dans le livre, la bande dessinée. Ok, nickel. Ok, si nos auditeurs auditrices veulent acheter le livre, on vous contacte par Twitter, c'est ça, par X, pardon. Twitter ou Instagram, par message. Après, j'aimerais bien ouvrir une boutique en ligne, parce que c'est vrai que c'est plus pratique pour les commandes. Mais là, j'attendais d'avoir un peu d'autres choses à vendre, comme des stickers ou des prints. Après, il faut savoir que je suis souvent en convention. Bon, souvent, ça dépend. Par exemple, je fais la Japan Expo chaque année à Paris. Et là, j'ai une convention à Douai le 22 et 23 mars, si vous êtes de Douai. Mais voilà, mais c'est vrai que j'essaye de souvent avoir des points de vente en direct parce que c'est toujours plus agréable de pouvoir aussi parler avec l'auteur, de comprendre un peu ce qu'il a voulu faire, etc. Et je pense que, en tout cas, pour Madrava, c'est quelque chose d'important parce que c'est, on va dire, vu que c'est une œuvre qui a été pensée dans un contexte spécifique, qui est ma première BD, j'aime bien aussi pouvoir raconter un peu mon processus créatif, d'où l'artbook aussi. Hein. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Envoyez-nous les liens pour le Douai, tout ça. On le mettra sur le site et sur les réseaux sociaux. On nous mettra aussi les liens pour votre Instagram et X. Et n'hésitez pas à aller acheter la bande dessinée. Moi, je suis tombé amoureux de la bande dessinée. Moi, elle m'a vraiment plu et elle fait réfléchir en même temps et elle m'a touché, notamment pour sa mélancolie, même si on n'est pas d'accord sur tous les personnages. C'est tant mieux. Hein. Mais moi, vous avez autant raison que moi. Hein. Moi, elle m'a vraiment touché pour sa mélancolie, pour le message derrière, quoi. Vie à vie, quoi. Oui. J'ai une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous conseiller quoi que ce soit, un livre, une bande dessinée, une série, un film, ce que vous voulez, qui vous semble important de partager? Alors franchement, en bande dessinée, j'en ai plein. Alors en manga, j'ai Yon, qui est écrit par Camille Boutin, je crois. Donc c'est un manga français qui est hyper bien écrit. Elle est connue ici parce qu'elle fait beaucoup de bandes dessinées jeunesse. Donc elle avait fait Les Filles Uniques en 5 tomes, qui était super intéressant. Et là, Yon, c'est l'histoire d'un, on va dire, orphelinat ou on ne sait pas trop, c'est un peu mystérieux, mais un internat de jeunes filles qui, avec des filles qui vont se retrouver obligées de collaborer parce que suite à en fait une évacuation, elles se sont retrouvées enfermées dans l'orphelinat avec des monstres qu'elles doivent affronter. Et en fait, c'est super imagé et très intriguant. Il y a qu'un tome qui est sorti, donc que moi je vous conseille vivement. Et ensuite, je vous conseillerais Zoc, qui a été écrite par Jade Knoll. Il faudrait que je retrouve le nom. Et ça, si vous avez aimé Madrava, je pense qu'il y a des choses qui se rapprochent un peu. D'ailleurs, les deux, c'est des étudiantes des Gobelins et ça se ressent beaucoup dans le style un peu très maîtrisé et très juste. Et Zoc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a le pouvoir avec ses cheveux de porter l'eau. Et en fait, il y a un village qui est complètement asséché. Et en fait, il accroche de l'eau pour
transporter de l'eau d'un village jusqu'à l'autre. Je sais pas si c'est très clair. Et en fait, il y a vraiment un côté très contemplatif sur, on va dire, le paysage, les villages, où il y a beaucoup de moments, en fait, il marche dans des champs et il va rencontrer plein de personnages un peu haut en couleur sur sa route. Donc, c'est un peu une histoire à la fois un peu courte, mais en même temps qui est poétique et aussi mélancolique. Donc, je pense que ça se rapproche un peu de Madrava sur ces critères-là. Ok, super. Ben, je vais jeter un œil à ces deux recommandations et notamment sur un œil plus particulier sur le dernier. Ouais. Camille, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté l'invitation. On mettra tous les liens sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à nous dire dès que votre deuxième projet sort. Ouais, pas de souci. Merci beaucoup pour l'invitation. Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damage. Previously on Fringe.